Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Eric Edgar Cooke, qui est un tueur en série australien ayant fait 8 victimes entre 1959 et 1963. Vous allez le voir, il a un parcours qui est à la fois relativement typique de celui du tueur en série, mais avec aussi ses spécificités. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Eric Edgar Cooke est né le 25 février 1931 dans la banlieue de Perth et il était l'aîné de 3 enfants. Toute son enfance a baigné dans le malheur et la violence, ses parents ne s'aimaient pas, ils se sont mariés uniquement pour se plier à la pression sociale lorsque sa mère est tombée enceinte et son père était un alcoolique violent qui battait régulièrement sa femme et ses enfants. Eric a notamment reçu beaucoup de coups quand il était petit alors qu'il tentait de s'interposer lorsque son père frappait sa mère. Le jeune Eric a d'ailleurs reçu tellement de coups et de blessures à la tête qu'il a dû être hospitalisé et on soupçonne qu'il ait subi des lésions cérébrales. Or, je pense que vous le savez maintenant, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière significativement plus fréquente dans le passé des tueurs en série que dans le passé des gens de la population normale. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça ne veut évidemment pas dire que parce qu'on a reçu un choc à la tête dans son enfance, on va forcément devenir violent, mais par contre, ça indique qu'il y a une corrélation entre ce genre d'événements durant l'enfance, ces traumatismes-là, et la potentialité de devenir quelqu'un avec des comportements plus déviants, plus violents, plus agressifs dans le futur. Par exemple, on va prendre la zone du lobe frontal qui est généralement associée à tout ce qu'on va considérer comme étant la capacité à se contrôler mais aussi à avoir des comportements qui vont être socialement adaptés. Et justement, on voit que chez les personnes qui ont des lésions à ce niveau-là, donc à l'avant du cerveau, eh bien ce sont des individus qui vont généralement avoir des difficultés à avoir des réactions considérées comme acceptables dans la société ou aussi une sorte d'empathie pour autrui. Chez Eric Cooke, on sait par exemple que suite à tous ces traumatismes, il va garder des maux de tête qui vont persister durant toute sa vie. Donc on peut complètement imaginer que tous les coups qu'il a reçus aient pu réellement abîmer son cerveau de façon physique. Au niveau physique, il n'y a pas que ça à noter. Eric Cooke, il était né avec une déformation au niveau du visage qu'on appelle une fente labiopalatine, ce qui va consister en fait à être un manque de tissu au niveau de la lèvre supérieure et ce qu'on appelle plus communément un bec de lièvre. Il va subir une opération de reconstruction à l'âge de 3 mois puis ensuite une autre à l'âge de 3 ans et demi, mais ces opérations-là, elles vont pas totalement lui permettre de retrouver un visage complètement sans difformité, ce qui va aussi jouer par la suite sur sa capacité à s'exprimer et à articuler. À cause de ça, Eric Cooke parlait en marmonnant et sera pendant toute sa scolarité victime de moqueries de la part de ses camarades. À l'école justement, il va avoir beaucoup de difficultés, il va changer d'établissement à 5 reprises parce qu'il se fait expulser régulièrement et puis à l'âge de 14 ans, il arrête l'école pour commencer à travailler dans différents petits boulots afin d'aider sa famille qui était très très pauvre et c'est aussi à peu près à ce moment-là qu'il va vraiment commencer à basculer dans la criminalité. Au départ, il passe beaucoup ses nuits dehors à commettre des actes de vandalisme et des petits délits et puis vers l'âge de 16 ans, Eric va passer une audition pour rentrer dans une chorale qu'il va rater, il va se faire recaler et du coup suite à ça, eh bien il va mettre le feu à l'église en question, il se fera arrêter et il fera 1 an et demi de prison. À 18 ans, peu de temps après sa libération, il est à nouveau arrêté pour un incendie volontaire et acte de vandalisme et cette fois il est condamné à 3 années d'emprisonnement. À sa sortie, Eric Cooke est âgé de 21 ans et il décide de s'engager dans l'armée, mais au bout d'à peine 3 mois, il se fait renvoyer lorsque l'administration va découvrir son dossier juvénile judiciaire.
L'année suivante, le 14 octobre 1953 pour être exact, Cook se marie avec Sarah Lavin, une jeune serveuse de 19 ans avec qui il aura 7 enfants. Mais malheureusement, cette vie de famille ne va pas du tout le changer et lui permettre de se ranger. Il continue à commettre beaucoup de délits, notamment des vols, mais aussi des actes de voyeurisme, et il est arrêté à plusieurs reprises. En 1955, après avoir volé une voiture, il est condamné à 2 années de travaux forcés, et après sa sortie, c'est là que Cook va se rendre compte qu'il lui suffit, entre guillemets, de porter des gants pour éviter de laisser ses empreintes digitales et pour ne plus se faire arrêter aussi souvent. Et puis c'est également à cette période-là, donc peu après sa libération, et je pense à un moment où finalement Cook commence à vraiment prendre la confiance parce qu'il sait qu'il va faire moins d'erreurs et donc être moins arrêté, qu'il va commencer à tuer. Donc on est vraiment dans le schéma très classique du tueur en série avec cette gradation dans la violence. Par contre, ce qui est très intéressant dans le cas d'Eric Cook, c'est qu'il n'a pas du tout une signature particulière. Comme vous le savez, je pense, il y a beaucoup de tueurs en série qui ont tendance à avoir un style assez particulier, assez reconnaissable, que ce soit avant, pendant ou après les meurtres. Et généralement, c'est quelque chose qui va, comme on dit, signer, puisque ça va vraiment laisser comme une empreinte très singulière et très personnelle de qui ils sont dans la scène de crime. Or chez Cook, eh bien ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il va s'en prendre à ses victimes un peu à n'importe quel moment de la journée, même si effectivement on peut remarquer qu'il a une sorte de préférence pour très très tôt le matin, avec tout un tas de différentes armes, de différentes manières aussi, hein. On a des coups de couteau, des coups de hache, des étranglements, des fusillades, on va même avoir parfois des sortes d'accidents de voiture avec des lits de fuite, c'est-à-dire que eh bien, Cook au volant d'une voiture va percuter des gens. On ne sait pas trop si c'est intentionnel ou pas, mais étant donné sa personnalité, on peut l'imaginer, et ensuite prendre la fuite. Ce qu'il faut savoir, je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais je vais m'arrêter un petit peu plus là-dessus, c'est que Eric Cook, il volait énormément de voitures. En fait, si vous voulez, à cette époque, donc à la fin des années 50, début des années 60, il y avait énormément de personnes en Australie qui ne pensaient pas du tout à verrouiller leur voiture, ou même qui carrément laissaient les clés sur le contact, parce que c'était absolument exceptionnel, enfin ça n'arrivait pas qu'on se fasse voler sa voiture, donc ils avaient cette habitude là, et lui en profitait, il pouvait du coup dérober des véhicules qu'il conduisait et qu'il parfois même ramenait à leur propriétaire, ce qui fait qu'il changeait de voiture presque tous les jours, ça le rendait très très intraçable, très difficile à retrouver, et puis les propriétaires des voitures qui avaient été utilisées pour certains accidents, meurtres, ne se rendaient peut-être même pas compte que leur voiture avait été volée parce qu'ils la redéposaient et que ça ne laissait pas forcément de traces sur la carrosserie. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Eric Cook, il s'en prend à des hommes comme à des femmes, dans différentes tranches d'âge. Et puis, comme je vous le disais, il y a vraiment différentes manières complètement variées et un peu aléatoires, on a l'impression. Il s'en prend à des personnes qu'il ne connaît pas, juste qu'il croise, et d'un seul coup il a, j'imagine, cette espèce de pulsion, il fonce, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas beaucoup de préméditation, il n'y a pas de stalking comme on peut le voir dans d'autres cas de tueurs en série. C'est vraiment quelque chose de très aléatoire. Il va par exemple tuer certaines de ses victimes à leur domicile, dans leur sommeil, après avoir cambriolé leur maison. Chez d'autres, il va les tuer, là encore chez elles, mais sans avoir cambriolé la maison. On a même une histoire où il aurait toqué à la porte de quelqu'un et quand la personne a ouvert, il lui a tiré dans la tête. Donc on a vraiment une grosse variété, hein. Parfois il va s'enfuir de chez ses victimes très rapidement. Parfois au contraire, il reste sur place, il va par exemple se servir une limonade qu'il va aller boire sur la véranda après avoir commis un meurtre, après avoir étranglé quelqu'un. Et il va aussi au moins une fois commettre des actes de nécrophilie, c'est-à-dire qu'après avoir poignardé une jeune femme, il va violer son cadavre et ensuite il va tirer son corps sur la pelouse pour la mettre sur le jardin des voisins. Il va la violer encore une fois mais avec une bouteille de whisky qu'il va ensuite lui laisser dans ses bras avant de s'enfuir. Ces méthodes aléatoires, elles facilitent vraiment pas le travail des policiers à ce moment-là, puisque finalement ils n'arrivent pas forcément à faire le lien entre tous ces crimes, et en plus de ça, on ne peut pas vraiment ressortir certaines informations pour essayer de découvrir un petit peu plus le profil, ou en tout cas avoir quelques indices sur la personnalité de l'auteur de ces crimes.
À l'époque, on parlait pas encore de profilage, ça n'existait pas, c'était pas une discipline qui avait cours, mais n'empêche que de toute manière, les enquêteurs avaient quand même l'habitude, dans une scène de crime, d'essayer de trouver des petits éléments qui pourraient leur donner des pistes pour retrouver l'assassin. Le 27 janvier 1963, soit le jour de l'Australian Day, donc la fête nationale, Eric Cook, très tôt le matin, va tirer sur 5 personnes. John Lindsay Sturkey, un étudiant de 18 ans, perd la vie, de même qu'un épicier à la retraite qui reçoit une balle en pleine tête et d'autres victimes sont blessées. Eric Cook, le tueur fou, n'est pas identifié à ce moment-là et il va gagner le surnom du Night Caller. Suite à cet événement, c'est l'effervescence à Perth. Il y a les enquêteurs qui vont faire énormément de relevés d'empreintes digitales sur près de 30 000 hommes et ils vont aussi essayer de rechercher, localiser et faire des tirs d'essai avec plus de 60 000 fusils de calibre 22 pour essayer de retrouver le tireur, mais en vain. La population de Perth est complètement terrorisée à ce moment-là. On va voir une forte augmentation du nombre d'adoptions de chiens dans les refuges parce que les personnes ont envie de protéger chez elles. Et on va aussi voir, comme je vous le disais, des changements de comportement parce que les personnes vont prendre le réflexe de verrouiller à clé les portes de chez eux, leur garage, leur voiture, etc. Et puis finalement, au cours du mois d'août 1963, à Mount Pleasant, les enquêteurs découvrent un fusil calibre 22 caché dans un buisson. Et en faisant des analyses, ils découvrent que cette arme-là, c'est celle qui a servi lors du meurtre de Shirley MacLeod, qui était une jeune femme étudiante qui avait été abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle faisait du babysitting. Je sais pas si vous le savez, mais en fait une arme à feu, quelle qu'elle soit, elle va forcément laisser des marques uniques sur les balles qu'elle tire. C'est-à-dire que ça va créer comme des petites micro-rayures sur la surface de la balle et c'est quelque chose qui va permettre, quand on l'étudie et qu'on l'analyse, de déterminer quelle arme a tiré telle ou telle balle. Donc sur une scène de crime, si une victime a été tuée par arme à feu, eh bien en prélevant la balle et en regardant toutes ces petites marques vraiment presque invisibles à l'œil nu sur la surface, on va pouvoir déterminer quelle arme l'a tiré si on retrouve la bonne arme évidemment. Et par réflexion et déduction, on peut éventuellement retrouver le tireur. Ça fait partie de tout ce qu'on appelle l'analyse balistique. Quand ils découvrent ça, les policiers ont un très bon réflexe parce qu'ils se disent que le tireur va peut-être revenir chercher son arme. Donc ils la replacent dans le buisson, après l'avoir sabotée évidemment pour qu'elle ne soit plus dangereuse, et ils vont installer une planque qui permet d'observer ce buisson et ils vont y placer des policiers 24 heures sur 24 pour tout le temps le surveiller au cas où quelqu'un revienne pour chercher l'arme et puisse l'interpeller immédiatement. Et cette technique, elle va payer puisqu'après 17 jours d'attente, le 1er septembre 1963, la police interpelle un suspect qui était revenu pour récupérer son arme dans le buisson et il s'agit bien entendu de Eric Edgar Cook. Une fois arrêté, Cook ne va pas chercher à nier les faits du tout, au contraire, c'est même lui qui va apprendre aux policiers qu'il est impliqué dans beaucoup plus de crimes et de délits qu'il ne le pensait. En interrogatoire, il avoue 8 meurtres et 14 tentatives de meurtre et il va aussi confirmer qu'il est bel et bien l'auteur de la fusillade de l'Australian Day. Il va également reconnaître plus de 250 cambriolages et ce qui est assez exceptionnel au vu du nombre de crimes et de délits qu'il reconnaît, c'est tous les détails extrêmement précis et pertinents qu'il est capable de donner pour chacun d'entre eux. Mais c'est vraiment visiblement assez fou. Les inspecteurs disaient qu'ils n'avaient jamais vu un cas pareil parce qu'il avait une mémoire incroyable, il pouvait redonner des choses extrêmement précises, par exemple dans telle maison, quelle somme il avait dérobé, mais même carrément combien de pièces il avait prises et la valeur de ces pièces-là. Du coup c'est assez surprenant parce que lors de son procès, Cook et sa défense vont décider de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale en expliquant que Cook serait schizophrène. Pour ça, ils vont avancer comme argument que Cook a été interné dans un établissement psychiatrique durant sa jeunesse et ils vont même parler de peut-être une explication qui serait plus génétique parce que effectivement, certains des enfants, pas tous, mais un certain nombre, sont atteints de handicaps mentaux et de malformations physiques. Cependant, le directeur des services de santé mentale de l'État sera amené à témoigner et à contredire cette affirmation car il estime que Eric Cook est totalement sain d'esprit et qu'il est donc responsable pénalement de ses actes.
Le procès dure 3 jours, à l'issue desquels, le 28 novembre 1963, Eric Cook est reconnu coupable de meurtre délibéré et condamné à la peine de mort. Il refuse alors que ses avocats tentent un recours et de faire appel et déclare « Je mérite de payer pour ce que j'ai fait ». Moins d'un an plus tard, le 26 octobre 1964, Eric Cook sera exécuté par pendaison à la prison de Fremantle. Mais 10 minutes avant la sentence, Cook fait d'ultimes révélations. Il jure, la main sur la Bible, qu'il est l'auteur de l'assassinat de Gillian Brewer et de Rosemary Anderson, chose qu'il avait niée jusqu'ici, et donne énormément de détails très précis sur les meurtres. Or, pour ces 2 victimes, 2 hommes avaient déjà été arrêtés et incarcérés séparément, donc un homme pour chacune de ces victimes-là. Premièrement, il y avait Daryl Beamish, un homme sourd-muet qui avait été condamné à la prison en 1961 pour le meurtre de Gillian Brewer, poignardée en 1959. Beamish fera tout de suite appel suite aux aveux de Eric Cook, mais sa demande sera rejetée parce que le juge refusera d'accorder du crédit aux aveux et déclarations de Cook, qu'il traite alors d'infâme menteur sans scrupules. Au final, Daryl Beamish sortira de prison après 15 années d'emprisonnement, mais il restera considéré comme coupable pendant très longtemps. Et l'autre homme qui avait été condamné, c'était John Button, qui avait été reconnu coupable de l'homicide involontaire de Rosemary Anderson, qui était sa petite amie à l'époque, qui avait été renversée par une voiture en 1963. Lui avait été condamné à 10 années d'emprisonnement et il va également formuler une demande de libération suite aux aveux faits par Cook, qui va être elle aussi rejetée, bien que, comme je vous l'ai dit, Cook avait donné beaucoup de détails qui étaient vraiment importants et très pertinents concernant la mort de Anderson. Par exemple, il avait dit que quand il l'avait percutée en voiture, elle avait heurté le toit de sa Holden sans abîmer le pare-soleil. C'est quelque chose qui avait été considéré comme impossible à l'époque et donc on avait donné très peu de crédit aux aveux de Eric Cook. John Button sera finalement libéré après 5 années d'emprisonnement, mais ce n'est que bien plus tard, en 1998, qu'une reconstitution va permettre de prouver que Eric Cook avait raison quand il disait qu'il avait pu heurter le corps de Anderson sans abîmer la carrosserie de sa voiture. John Button sera finalement innocenté et sa condamnation sera annulée en 2002, soit près de 40 ans après les faits. Cette victoire, elle va redonner de l'espoir à Daryl Beamish qui va lui aussi formuler une demande en justice et qui sera finalement acquitté en 2005. Il a d'ailleurs reçu en 2011, soit 52 ans après les faits, une compensation financière de 425 000 $ de dommages de la part de l'État australien. Eric Cook a lui été enterré dans une tombe anonyme du cimetière de la prison de Fremantle, au-dessus des restes d'une tueuse d'enfants. Voilà donc pour l'histoire de ce tueur en série australien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense que c'est une histoire qui n'est pas spécialement connue. Je la trouvais relativement classique finalement, mais elle était intéressante quand même sur plusieurs points, notamment toute cette partie à propos des innocents qui avaient été incarcérés à sa place. Je trouve que c'est quand même important de rappeler qu'il y a un certain pourcentage, on estime à peu près 4% de personnes qui se retrouvent en prison alors qu'ils sont innocents. Et justement dans ce genre d'époque et dans certains pays où il y a des peines qui sont très longues, voire même des condamnations à mort, c'est quand même quelque chose de très grave. Et voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler et de parler de ce qui s'est bien fini pour eux, entre guillemets, mais qui a été quand même un très long combat, le combat de toute une vie pour eux, pour finir par faire reconnaître officiellement qu'ils étaient innocents. Et puis il y avait aussi cette question que je trouve assez intéressante aussi quand on essaye de comprendre quels sont les facteurs d'un passage à l'acte, de la génétique ou en tout cas des lésions cérébrales qu'on peut retrouver chez certains individus. La question de la génétique, c'est vraiment passionnant, je trouve, parce que vous savez, je pense, si vous avez déjà suivi un petit peu mes vidéos, que je suis du genre à vraiment refuser de penser qu'une personne est née et destinée à devenir tueur ou tueuse. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on devient après l'accumulation d'un certain nombre de facteurs. Et du coup, c'est vrai que la question de la génétique, c'est assez problématique dans le sens, moi ça me pose beaucoup de questions. Parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui peut exister dans une certaine dimension, c'est-à-dire que effectivement c'est possible qu'une personne naisse avec certaines malformations au niveau du cerveau qui vont créer beaucoup plus de difficultés à avoir de l'empathie pour les autres ou à se contrôler dans ses pulsions, etc. Donc ça peut être effectivement une
part de l'explication de pourquoi quelqu'un devient un tueur ou en tout cas un criminel. Pour autant, moi je reste quand même assez persuadée que il n'y a jamais une seule explication, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui vont s'accumuler et que du coup, même si quelqu'un a des lésions au cerveau, c'est pas pour autant qu'il va forcément devenir un tueur. Donc c'est une explication un petit peu mitigée, mais je pense que la réalité se trouve très souvent dans la nuance plutôt que dans l'explication simple et unique. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse si cette vidéo est un tout petit peu en retard. Je la filme le jour même. Vous allez la voir à peine dans quelques heures normalement, j'espère. Donc voilà, sachez que je vais tout de suite me mettre au montage et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.